Bonjour à tous et bienvenue du coup à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur comment améliorer la performance par l'analyse de données de qualité. Cette webconférence sera donc animée aujourd'hui par deux de nos consultants qui sont Eric Vernis et Sylvie Gallo, tous les deux Master Black Belt Lean Six Sigma. Donc brièvement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Lambert, je suis chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Alors, juste quelques petites règles. Sachez que pour le confort de tous, vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre correctement la webconférence, vu qu'on est assez nombreux. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les poser au cours de la session via le petit module de chat où vous êtes tous en train de nous dire bonjour. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session et nos animateurs essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Pour ce qui est des slides et du replay, je vous le disais en début de webconférence, vous recevrez un mail normalement lundi avec tous ces éléments. Alors, brièvement, je vais vous présenter la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis plus de 30 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble, Reims, Lorient et à Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Sylvie et à Eric et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Camille. Bonjour à tous. La donc sur cette webconférence, nous allons parler de la qualité des données. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez que nous sommes spécialisés en formation Lean et en formation Six Sigma, enfin Lean Six Sigma. Pour toutes ces démarches, qu'on fasse des stats ou qu'on n'en fasse pas, avoir des informations de qualité est un prérequis essentiel, de façon à ne pas faire de mauvaises interprétations ou de manquer de qualité dans nos conclusions. Donc, nous allons aborder avec vous tous ces principes. Euh, la D'abord, la démarche d'amélioration qualité dans les entreprises, elle n'a pas commencé aujourd'hui, bien évidemment. En fait, tout s'est accéléré, au début du XXe siècle, quand on a commencé à faire des fabrications en grande série, hein, l'automobile, essentiellement, mais aussi, plus tard, avec les créations des entreprises qui fabriquaient des semi-conducteurs. Donc au début du XXe siècle, il y a eu quelques personnes comme ça qui se sont intéressées à des concepts de qualité totale, puisque telle que la qualité était conçue auparavant, quand on faisait un petit peu «d'artisanat» entre guillemets, quelques pièces par jour, l'impact d'une mauvaise qualité était pas, énorme sur le chiffre d'affaires des entreprises. Mais quand on produit, 10 000, 100 000 pièces par jour, ben là, les coûts qualité peuvent, rapidement exploser. Donc, des démarches de qualité totale avec des noms connus, de la qualité en début de XXe siècle. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, un changement, l'offre qui devient supérieure à la demande, donc des besoins, supplémentaires, de maîtriser et de capter un client avec des qualités qui sont toujours meilleures. Toyota, qui a réfléchi à son Toyota Production System, qui a donné au début des années 80 les concepts du Lean. Motorola, qui a eu une grosse crise qualité à la fin des années 70 dans les semi-conducteurs et qui, du coup, a réfléchi à une amélioration des concepts qualité qui ont donné la méthode Six Sigma. Et puis Eli Goldratt, qui a réfléchi un petit peu beaucoup même, à des concepts de comment éviter les aléas que de toute façon on rencontre toujours, même si on maîtrise très bien notre qualité, et qui a généré la théorie des contraintes. Donc tous ces trois systèmes se retrouvent depuis les années 2000, et ce monde VUCA que nous connaissons malheureusement tous, très changeant, à devoir nous adapter justement à ces grosses variabilités. Et donc, ces concepts Lean, Six Sigma et théorie des contraintes ont évolué vers, dans la supply chain, des systèmes, des méthodes telles que la DDMRP. Et les entreprises sont en train de se digitaliser. On parle beaucoup d'entreprise 4.0, et puis on voit
se démocratiser les analyses prédictives qui vont, on l'espère, aider les entreprises à mieux capter les besoins clients et à mieux s'adapter au marché changeant. Alors, il y a un petit problème dans l'animation, là, j'ai l'impression. Voilà. Ah oui, il passe à Voilà, l'envers, ouais. elle était passée directement à l'animation suivante. Donc, quand on considère un processus, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec cette forme de courbe de Gauss, de courbe en cloche. On mesure quelque chose, des longueurs, des poids, des kilos, enfin oui, des poids, tout ce que vous voulez, des forces. Et on obtient comme ça une courbe en Gauss, une courbe de Gauss symétrique avec une moyenne. Et le but du Lean va être d'éliminer les gaspillages et de diminuer la moyenne de nos processus. Malheureusement, parfois, je suis peut-être un peu passée vite, mais comme c'est le cas ici sur notre distribution, on voit que des fois on a des résultats à 4,5. Le Lean va réduire la moyenne, mais on voit que la partie supérieure ici est à 5,5, donc il y a des passages de recouvrement là, des zones de recouvrement qui font que le client peut ne pas se rendre compte que la moyenne est en fait améliorée. Et donc, il y a des concepts qualité qui sont arrivés, de Six Sigma, qui a pour but de réduire la variabilité et de rendre les clients encore plus satisfaits avec une maîtrise accrue de la qualité de leur fabrication. Alors, je parle beaucoup de fabrication, d'industrie, parce que c'est mon passé, mais bien évidemment, tout ceci s'applique aussi dans les services et Oui, avec ça pourrait très bien être un délai, par exemple, très hein, bien, c'est parfois le ouais, cas. Bon, tout à peut-être moins fait, souvent gaussien, mais le principe reste le même. Ouais. ouais, exactement. Donc, on a besoin de mesurer ce qui se passe pour améliorer nos performances. On ne peut améliorer que ce que l'on mesure, hein, plutôt que d'être dans le subjectif, de dire il y a plein, il y a beaucoup, il y a trop. Ça va pas beaucoup avoir la même résonance. Ça va pas avoir la même résonance en fonction des personnes à qui on s'adresse. Donc, il faut quantifier, il faut avoir un nombre pour pouvoir s'améliorer et améliorer, enfin mesurer quelque chose, savoir quoi mesurer, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui fait que si je mesure tel indicateur ou tel autre, je suis sûre de maîtriser la qualité de ce qui sort de mon entreprise. Et bien sûr, mesurer, mais aussi partager ce que l'on constate, partager les bonnes performances, partager aussi les performances un peu moins bonnes et pouvoir réagir au plus tôt à des dégradations qui peuvent se produire. Donc besoin de collecter des données, mais est-ce qu'on doit tout collecter? Je vous renvoie à la présentation qui a été faite, en janvier, sur les fondamentaux du Lean, au cours de laquelle nos collègues vous ont présenté parmi ces 5 fondamentaux, l'un d'entre eux qui est l'animation à intervalles courts, qui est, un rituel, régulier, en général à la maille de 24 heures, au moins, au cours desquels les équipes, mais aussi les strates managériales, communiquent sur des indicateurs qui viennent s'alimenter. Donc on communique, on a des points machine par machine ou service par service. Les problèmes sont remontés au service plus 1, au manager plus 1, et puis ce qui est résolu est redescendu, ce qui n'est pas résolu est remonté comme ça, de N plus 1 en N plus 1. Donc, besoin d'indicateurs qui sont partagés et d'indicateurs qui sont quantitatifs pour pouvoir se situer sur une échelle de grandeur, tout en n'oubliant pas les indicateurs qualitatifs, c'est-à-dire qu'un indicateur peut être au vert, mais il peut avoir demandé de grosses énergies, de gros efforts pour pouvoir atteindre ce vert qu'on recherche tous. Donc, besoin d'aller sur le terrain et de collecter ce que l'on appelle la voix de l'employé pour déterminer si on a besoin d'améliorer certains pans de notre fonctionnement. Et puis bien sûr, si on veut communiquer clairement, eh ben, il faut avoir des indicateurs qui sont pertinents et puis ne pas se laisser submerger par les tableaux de bord. Il faut que ces tableaux soient simples à mettre en place, qu'ils soient parlants graphiquement en général ou avec des couleurs.
et ne pas passer ses journées à faire des tableaux de bord, mais de temps en temps pouvoir aller justement sur le terrain et pouvoir faire de la résolution de problèmes. Les entreprises, surtout maintenant, et puis même pas que les entreprises, nous aussi, on devient de plus en plus submergés par l'information qui nous entoure. Les entreprises ont besoin de devenir visuels, de rendre les indicateurs visuels. Un opérateur ou quelqu'un qui est sur le terrain doit savoir si, à la fin de sa journée, si sa contribution a aidé l'entreprise à avoir de bonnes ou de mauvaises performances. Donc, il faut rendre l'entreprise visuelle, il faut améliorer l'efficacité opérationnelle, éviter les tâches à non valeur ajoutée, éviter de se fatiguer dans des tâches que le client n'attend pas. Affiner les prévisions de la demande. On voit tout le temps que les demandes changent énormément et puis la pandémie n'a pas aidé dans ce domaine-là. Donc pouvoir avoir des prévisions de commandes qui soient dans l'idéal anticipées au maximum, donc un petit peu de prédictif ou un petit peu d'anticipation sur ces demandes qui peuvent nous arriver. Améliorer la sécurité des employés et faciliter la formation, ça c'est aussi un des gros enjeux des entreprises à l'heure actuelle. Casser les silos de données, c'est-à-dire que chaque service avec son petit fichier Excel peut peut-être suivre un petit peu ses données, mais ce dont on a besoin, c'est de s'assurer que le client, au final, va avoir des produits qui satisfont sa demande. Donc, on a besoin d'interconnecter un peu tout ça, d'intégrer des systèmes d'information et d'avoir des clés communes de service à service pour que on ne se retrouve pas dans des situations où un service, par exemple, serait tout au vert et puis au final, le client nous enverrait des réclamations. Donc, il faut avoir un peu d'interconnexion et même beaucoup d'interconnexion de service à service et comprendre qu'on est tous clients-fournisseurs en interne les uns des autres. Donc, besoin d'avoir recours à des outils. L'automatisation, ça a été les enjeux de l'entreprise 3.0 avec la robotisation pour alléger les tâches pénibles et éviter de casser les employés dans les entreprises. Donc de l'automatisation, du cloud computing pour mettre des données à disposition d'un peu tous les services, des paramètres de fabrication qui doivent être surveillés de façon régulière, de l'analyse prédictive, j'en ai parlé, tout ça dans des systèmes qui s'intègrent les uns aux autres, avoir des systèmes compatibles, avoir peut-être de la réalité augmentée pour faciliter la formation, avoir les objets connectés, donc tout ce qu'on appelle l'Internet of Things, avoir des résultats sur smartphone, sur tablette, voilà, et puis tout ça qui va alimenter ce que l'on appelle la big data, hein, qui est un gros enjeu énergétique déjà, parce que tout ça va se retrouver sur des serveurs qu'il faut alimenter, et donc savoir collecter les données pertinentes, nécessaires et suffisantes qui vont nous permettre d'avoir une entreprise pilotée et qui satisfait les besoins des clients. Il va falloir, par conséquent, choisir des indicateurs pour assurer cette performance. De là, on va partir, pour ça, on va partir sur ce que l'on appelle la voix du client. Je vous ai parlé de la voix de l'employé. On va déjà chercher à comprendre la voix du client en cherchant aussi la voix du business. C'est-à-dire qu'on va faire des enquêtes de satisfaction, des enquêtes marketing, des enquêtes benchmarking, hein, le parangonnage, pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, et puis peut-être de bonnes idées aussi de nos services R&D qui permettent voilà, de concevoir le produit de demain. Et basé sur nos produits d'aujourd'hui, savoir ce qu'on pourrait améliorer et dans quel sens on pourrait amener ce que l'on appelle l'effet waouh dans nos produits, hein. Toutes ces caractéristiques que l'on capte dans la voie du business, enquête marketing et autres, peuvent se traduire dans des diagrammes de canaux, avec une courbe rouge représentée là sur le schéma, dans laquelle vous avez les besoins de base, les fonctions de base. Quand la fonction est absente, le client est très mécontent. Et quand la fonction est présente, il est juste satisfait, il n'est pas surpris de l'avoir. Si vous achetez une voiture, vous attendez naturellement à avoir les 4 roues, un moteur, des sièges et quelques commandes. Donc en général, Tour dans la clé, oui.
Oui, quand il y a quelque chose qui se passe, quand alors il n'y a même plus de clés maintenant, hein, dans les dernières Même voitures. plus, d'accord. Bientôt tout Tu as ça raison. se fera en vocal, hein. Donc on a des fonctions de base. Si ces fonctions sont absentes, le client est mécontent. C'est en général tout ce qui contient les spécifications, le cahier des charges, et cetera. On a ensuite les fonctions proportionnelles, c'est-à-dire que non seulement, ma voiture, il se passe quelque chose quand je tourne une clé, mais en plus, il y a du carburant, enfin, et en plus, je peux faire, plus de 10 kilomètres et en plus, il y a la radio et en plus, les essuie-glaces se mettent en marche, automatiquement quand il pleut et en plus et en plus et en plus. C'est ce qu'on appelle la fonction proportionnelle. Et puis enfin, il y a cette fonction en vert là dont je vous parlais, qui est la fonction waouh, la fonction attractive, qui est, par exemple, quand on sur une voiture, ben, je sais pas, vous achetez la voiture, vous avez bien étudié le modèle à acheter. Oui, oui, Pardon? voilà. Oui, que tu, je sais pas, tu puisses consulter tes mails Voilà, tout en conduisant, par exemple, bel sans toucher à exemple. rien, des choses comme ça, Non, par mais exemple. Ou bien, ça avoir, commence à me avoir la sembler. vitesse qui s'indique sur le pare-brise, par exemple, la vitesse limite qui s'indique sur le pare-brise, Oui, pour pas oui, avoir le peut-être. regard qui se détourne, de la route et faire en sorte que les fonctions principales, d'allure de la voiture soient projetées, sur le pare-brise. Donc ça, c'est la fonction waouh. Souvent aussi, ce qu'on prend comme exemple, c'est sur un avion. Donc la fonction proportionnelle. Alors déjà, la fonction de base, ça serait, d'avoir un avion qui part à l'heure et qui arrive à l'heure à la destination prévue. Ça peut être bien. Et la fonction proportionnelle, ça serait en plus d'avoir quelque chose à boire pendant le voyage et en plus d'avoir 3 ou 4 cacahuètes. Et puis si en plus des cacahuètes, on a un petit gâteau, et puis si en plus on a le sourire du steward ou de la stewardess, c'est super. Et puis la fonction waouh, ça serait d'être en première classe et d'avoir droit à la coupette de champagne en plus. Donc tout ça nous permet de voir un petit peu les fonctions des indicateurs auxquels, enfin des fonctions que le client s'attend à avoir sur son produit. Et bien sûr, ce que Kano avait démontré, c'est qu'avec le temps, et on s'en rend compte notamment avec les smartphones, c'est que la fonction waouh, avec le temps, et un temps de plus en plus court, a tendance à se transformer en fonction proportionnelle, qui elle-même va petit à petit se transformer en fonction de base. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun concessionnaire auto qui arrive à vous émerveiller en vous disant: «Regardez, elle démarre sans manivelle». D'accord? Donc, donc ces fonctions sont appelées à évoluer, d'où l'intérêt d'être vigilant à l'évolution du marché, et pouvoir, faire évoluer nos produits. Et puis, ben, une fois qu'on a capté cette voie du business, cette voie du client actuel, on va essayer de comprendre les attentes, donc établir un cahier des charges, des spécifications, analyser des retours de service après-vente pour comprendre ce qui pourrait ne pas satisfaire le client ou quelle rigueur il a. On peut avoir des clients qui commandent un même produit mais qui n'attendent pas les mêmes spécifications, par exemple. Donc, on a besoin de comprendre les caractéristiques précises de nos clients. Et puis, on va traduire ces caractéristiques en indicateurs physiques de performance. Physique parce que, ben, au niveau du service, quand on a une action, on doit avoir une transformation sur cet indicateur. Donc, par exemple, un client qui voudrait un prix raisonnable d'achat, un prix raisonnable de vente, ben, au niveau d'un atelier, par exemple, ben, on ne sait pas les ristournes qui sont faites, les conditions commerciales qui sont opérées. Par contre, ce qu'on sait tout à fait, c'est le prix de fabrication. Par contre, on ne maîtrise pas le coût d'achat des matières premières. Donc, suivre un coût, au niveau de l'atelier, ça va être de suivre le coût de fabrication. Et donc, l'IPP pour un service de fabrication, ça sera le coût de fabrication, non pas le coût global du produit. Si on prend un délai, le client il est sensible au délai entre son passage de commande et sa réception à domicile. Ben, service par service, on ne va pas suivre un délai total, on va suivre le délai de réalisation de chacune des étapes. Parce que moi, même si je travaille très vite, si mon produit prend 15 jours de délai supplémentaire au service d'après, ben, tous mes efforts vont être noyés par cette mauvaise performance ensuite. Mais j'ai pas la main dessus, d'accord? À part si j'ai donné de la mauvaise qualité au service suivant. Mais voilà, donc un indicateur physique de performance, c'est un indicateur sur lequel on a la main, entre guillemets, hein. Je ne dis pas qu'on le maîtrise tout à fait, mais au moins nos actions ont un impact sur cet indicateur.
Donc, besoin de déterminer ces indicateurs et ensuite de les pondérer dans un outil qu'on appelle un arbre CPQ en français ou un CTQ tree en anglais. Donc, Critical to Quality en anglais ou critique pour la qualité, ou IPP, ça revient au même. Et donc, on va classer ces indicateurs à partir du besoin global du client. Et puis, de là, on va traduire des exigences, des critères, et de là, arriver à nos indicateurs physiques de performance, en avoir la spécification et leur niveau actuel. Ensuite, dans les exigences, je vois dans la fenêtre de chat, oui, il y a le temps, mais il y a tout ce qui est sécurité, qualité, délai et coût, qui sont les 4 leviers d'amélioration dans les performances d'entreprise. Donc, on va chercher des indicateurs physiques de performance, non seulement en euros ou en dollars, mais aussi dans d'autres critères. Donc, de temps, de sécurité en premier, puis de qualité, de délai, puis de coût. Et ces indicateurs qu'on aura identifiés, on va les pondérer, c'est-à-dire que ces indicateurs, au regard des clients internes ou externes dans l'entreprise, vont avoir plus ou moins d'importance. Donc, on va essayer d'évaluer le plus objectivement possible l'importance de chacun de ces critères aux yeux des différents clients que l'on aura cités plus haut et obtenir un poids ici de chacun des indicateurs. Et bien sûr, en toute logique, on va regarder l'indicateur qui a le poids le plus important et s'il est à un niveau satisfaisant en vert ici, il n'y a rien à faire, on maintient l'attention, on maintient le bon travail. Par contre, un point important avec un indicateur non satisfaisant ou médiocre, là, ça va demander de se concentrer sur cet indicateur et de vite l'améliorer de façon à mieux répondre aux attentes du client. Donc déjà, une première classification de nos indicateurs, un choix d'indicateurs pertinents à faire, ça, par métier, ça change, hein, donc il n'y a pas d'indicateur universel qui pourrait donner à toutes les entreprises les moyens de se garantir de bonnes performances, mais ça se discute en interne et on voit sur quoi on peut avoir la main. Voilà ce que j'ai à dire sur le choix de ces indicateurs. Ces indicateurs aussi, on va s'intéresser à leur typologie, c'est-à-dire que les indicateurs, ils sont en général de 2 types. On a des données que l'on appelle des données discrètes. Alors, c'est pas qu'elles essayent de se faire oublier, c'est que ça vient du latin discretus, qui veut dire séparé, c'est-à-dire qu'on est dans une catégorie ou dans une autre, on va faire du dénombrement. Et dans ces données discrètes, on a 3 catégories. On a les données nominales, un nom d'opérateur, de machine, de région, de ce que vous voulez, de défaut qualité, par exemple. On va avoir des données ordinales, c'est-à-dire que là, alors dans les données nominales, il n'y a pas de hiérarchie. Dans les données ordinales, il y a une hiérarchie, un peu, beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout, une échelle de grandeur, satisfaction de 1 à 10. Et puis en dernier, on va avoir les données aux attributs, discrètes aux attributs. Donc là, c'est des données à 2 catégories, un état et son opposé, présent, absent, conforme, non conforme, il y a pas, je prends pas, etc. Voilà, alors, Donc, à noter que les données aux attributs, c'est l'état le plus misérable d'une variable, puisque en dessous, il n'y a plus qu'un état, et donc ça s'appelle une constante, quoi. Donc c'est le moins qu'on puisse faire, c'est le donner aux attributs. Voilà. Mais on peut faire mieux, bien sûr. Donc ça, c'est une première, effectivement, une première catégorie de données, les données qualitatives discrètes. Et puis, on a des données que l'on appelle des données quantitatives. Ces données sont appelées des données continues. Elles sortent en général d'un instrument de mesure, une longueur, un poids, une force, une somme, tout ce que vous voulez. En fait, on comprend, autant dans les données discrètes, on est dans une catégorie ou dans une autre. Satisfait, 3, je ne connais pas trop. Je dis 2, c'est pas très fréquent. Pierre, 56, bon anniversaire à Pierre d'ailleurs aujourd'hui. Donc les données discrètes, on conçoit qu'elles soient dans une catégorie ou dans une autre, mais on ne peut pas avoir de continuité entre deux catégories. Autant les données continues, même si notre système de mesure n'est pas capable de voir des virgules, on comprend tout à fait, par exemple, qu'un délai, si on met 3 jours à livrer, on comprend tout à fait que ça puisse être 3,2, 3,5 ou etc. La virgule veut dire quelque chose, d'accord ? Le décimal ou le centième se conçoit. Donc, typologie des données,
Et puis, une conséquence déjà directe de tout ça, de cette typologie des données, c'est qu'en fonction de la typologie des données, on va avoir des analyses du riche ou des analyses du pauvre. C'est-à-dire que les données continues sont appelées, amènent à des statistiques qu'on appelle les statistiques du riche, c'est-à-dire que comme elles sortent d'un instrument de mesure, en général, elles sont objectives. Le chiffre peut plaire ou ne pas plaire, mais il est tel qu'il est. Et au moins, on comprend sur une échelle de grandeur où est-ce qu'on se situe. Ça peut prendre un nombre infini de valeurs, donc dans l'analyse, on va avoir des analyses beaucoup plus fines. Quelques dizaines de données suffisent en général pour avoir de bonnes interprétations, et puis on a de nombreux outils statistiques pour les analyser. Les données discrètes, par contre, sont les données qui donnent des statistiques du pauvre. Elles sont issues d'un dénombrement. En général, elles sont subjectives, c'est-à-dire qu'on va faire un classement. Est-ce que tout le monde classe de la même façon ? Donc là, l'impact de la formation est vraiment important. Elles ne peuvent appartenir qu'à une catégorie ou une autre, donc ça ne donne pas beaucoup de notions de subtilité. Et malheureusement, il faut souvent plusieurs centaines de données pour pouvoir faire des interprétations valables. Et l'effet collatéral de tout ça, c'est qu'on a aussi quelques outils statistiques, mais on en a beaucoup moins que pour les données continues. Donc en général, quand on va vouloir suivre la performance d'une entreprise ou faire de l'amélioration de processus, on va essayer, autant que faire se peut, d'avoir des données continues, vous l'avez compris, plutôt que des données discrètes. Malheureusement, il y a des fois où on n'a pas le choix et on va devoir traiter ces données discrètes quand même. Les données continues, elles ont donné un concept, pareil, l'animation est un peu accélérée là. Voilà, les données continues ont donné un concept qualité au milieu des années 50, au milieu du XXe siècle. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que dans des données, des données continues, quand elles étaient dans un intervalle de tolérance donné par le client, ben, les points verts là, qui sont représentés, tout allait bien. Et puis, dès qu'on sort un petit peu de ces limites, ça commence à être un peu plus compliqué. Là, le client ne va pas être content. Et si on chiffre les pertes, on va avoir donc en euros ou en dollars ou en ce que vous voulez, des coûts qui vont être tout de suite explosés dès que nos données sortent de cet intervalle de tolérance. Donc un concept de la qualité qui a donné lieu au contrôle qualité. Je contrôle un grand nombre de données et dès que je sors un tout petit peu des limites, je refuse mon lot et mon produit et je refabrique ou je retrie. Taguchi est arrivé quelques années, donc au milieu des années 50, et a dit qu'en fait, un client, ce qu'il aimerait, c'est avoir la cible, le centre de la spécification. Il tolère bien sûr l'intervalle de tolérance, puisqu'il a signé le cahier des charges, mais lui, ce qu'il aimerait, c'est être à la cible. Et en fait, ce que Taguchi a démontré, alors il a donné un modèle en parabole comme ceci, mais ce que Taguchi a démontré, c'est que quand on est à la cible, les coûts sont limités pour l'entreprise et dès qu'on s'en écarte, à partir d'une certaine fraction de cet intervalle de tolérance, ben, on a besoin de régler, d'agir, de corriger pour revenir vers le centre de la cible. Et puis bien sûr, les coûts explosent dès qu'on sort de la limite de tolérance. Donc, ce que Taguchi a dit, c'est que plutôt que de raisonner en termes de limite de tolérance, il faut plutôt que l'opérateur vise la cible et puisse réagir dès qu'il s'en écarte un tout petit peu, de façon à pouvoir toujours Ouais. vendre nos produits et ne pas réagir que quand le produit est non conforme. Puis ça revient à passer d'une vision binaire de la qualité, c'est bon ou c'est mauvais, à une vision beaucoup plus fine et continue quelque part. Donc, il nous fait passer du monde des attributs au monde du quantitatif et du continu qui est beaucoup plus fin et puissant. Non seulement on dit c'est mauvais ou c'est bon, mais on dit de combien c'est mauvais ou de combien c'est bon, ce qui est plus qu'utile. Oui, tout à fait. Et puis, notamment en statistique, on sait très bien que la différence entre le point vert et le point rouge qui est ici, elle n'est pas forcément statistiquement significative. Donc, Même fonctionnellement d'ailleurs. Hein. ouais, voilà. Imaginons un poste de télé dont on mesure la luminosité. Suivant qu'on est sur le point vert ou le point rouge juste à côté, je ne suis pas sûr que personnellement j'arriverais à faire la différence. Alors que
entre les 2 points verts qui sont réputés conformes pourtant, là, je verrais la différence certainement. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça qui est un peu paradoxal, et c'est vrai qu'il y a vraiment du sens à passer à des données continues, mesurables autant que possible, au moins pour les caractéristiques importantes, hein, que de rester sur des données binaires attribuées. Et il va falloir, par conséquent, même si le mot fait peur, parce que bien souvent ça rappelle des souvenirs de fac ou d'ailleurs, le mot statistique fait un peu fuir, mais il va falloir avoir une démarche statistique, c'est-à-dire que pour suivre ces indicateurs, bien sûr, d'abord il va falloir les collecter, sécuriser ces collectes que l'on a faites, c'est-à-dire d'où viennent les données, qui mesure, qu'est-ce qu'on mesure, où est-ce qu'on le mesure, quand est-ce qu'on le mesure, combien on mesure, comment on mesure et pourquoi est-ce qu'on fait la mesure. Donc, arriver déjà à se poser ces questions élémentaires, ne pas faire de la collecte qui servira peut-être un jour, hein, c'est inutile de se submerger de données, mais prendre le juste nécessaire qui est un principe du Lean. Est-ce qu'on prend des données historiques ou est-ce qu'on prend une nouvelle collecte de données? Quelle est la confiance que l'on a dans les données qu'on a collectées depuis 6 mois, 1 an? Est-ce que ça vaut le coup de revenir à 3 ans en arrière? Moi, je ne connais pas de processus qui n'ait pas évolué en 3 ans. Donc, les informations que l'on tire sur plusieurs années sont assez limitées en interprétation. Comment sont calculées ces données? Un TRS, un taux de service, un lead time. Beaucoup de gens utilisent les mêmes mots pour des choses qu'ils calculent différemment, notamment un taux de service, des fois même des TRS qui sont confondus avec des TRG, taux de rendement synthétique ou taux de rendement global. On inclut ou on n'inclut pas les pauses. Le taux de service, est-ce que c'est par rapport à la commande recalculée ou est-ce que c'est par rapport à la demande initiale? On parle maintenant plus d'OTIF, on time in full, mais il y a des entreprises ou des services, même au sein d'une même entreprise, qui peuvent ne pas calculer leurs indicateurs de la même façon, ce qui peut amener à des incompréhensions et à des fausses interprétations. Donc, quel est le moyen de mesure qui nous a permis de collecter ces données? Est-ce que ce moyen est apte? Donc, ça fait déjà partie de cette démarche statistique. Avant de se lancer dans des analyses, qu'est-ce qu'on a sous la main? Ensuite, il va falloir nettoyer notre feuille de travail, décrire graphiquement. Un beau dessin vaut mieux qu'un long discours, et voir est-ce que dans mes collectes de données, j'ai pas fait des erreurs de retranscription? Est-ce que, voilà, on parle de valeurs aberrantes, est-ce que j'ai pas des valeurs très écartées? D'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est mon processus qui, effectivement, sait de temps en temps faire quelque chose de très mauvais ou au contraire d'exceptionnellement bon par rapport à d'habitude? Et donc, on va représenter graphiquement par ce que l'on appelle la photo et le film, résumer graphiquement nos données ou suivre leur évolution dans le temps. La photo, c'est l'histogramme boîte à moustache, et le bilan, le film des données, c'est l'évolution dans le temps. On va ensuite analyser statistiquement nos données. On va voir par exemple la capacité du process, quel est notre taux de non-conformité. Et puis chercher est-ce qu'il y a des relations entre des facteurs et des indicateurs de réponse, nos indicateurs que l'on veut améliorer. Et puis une fois qu'on a fait nos analyses statistiques, il reste un petit bout à ne pas oublier qui est la recherche des causes racines avec un 5 pourquoi, qui est ce que nos enfants maîtrisent le mieux et que malheureusement on perd avec le temps. Et puis je vais te passer la main, Eric, pour la suite. Tu as ton micro coupé. J'avais coupé mon micro parce qu'il y a un oiseau qui est un petit peu, qui s'exprime là abondamment, donc je ne sais pas si vous l'entendiez. C'est le printemps. Non. Ok. Alors du coup, oui, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est nécessaire de collecter des téraoctets de données sous prétexte que c'est possible? C'est vrai que l'Internet des objets, l'interconnexion des bases, le désilotage des bases de données nous permettent des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a quelques dizaines d'années en arrière. Pour autant, sous prétexte que c'est possible, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? J'ai en mémoire quelques cas qui m'avaient, sinon traumatisé, du moins marqué, ou du moins me sont restés en mémoire. Je me souviens d'un process de fabrication de verre flotté dans lequel le système de supervision enregistrait toutes les 10 secondes tous les paramètres de la ligne. Moralité, le disque dur était saturé au bout de un petit peu moins de 2 jours. Voilà.
Bon, c'était les disques durs de l'époque, vous me direz, mais tout de même, quoi, comme disait Sylvie, ben, c'est bien, mais sous prétexte que c'est facile, est-ce qu'il faut encombrer des serveurs qu'il faut alimenter et où vont stagner des données que d'ailleurs peu de monde a le besoin ou la capacité d'utiliser ou de visualiser. Donc, finalement, est-ce qu'il est utile est-ce qu'il est utile d'exploiter, de stocker autant de données, et notamment sous un autre aspect, est-ce que le fait de stocker des données très anciennes est vraiment pertinent, du fait que finalement, s'il faut expliquer un événement qui s'est produit 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans en arrière, il se pourrait qu'on ait un petit peu de mal à le faire. Donc, peut-être privilégier des données récentes, hein, c'est ce que je veux dire par là, et d'autre part, privilégier des données utiles, compréhensibles, exploitables. Alors, Sylvie nous a un petit peu rappelé ce qu'on peut entendre par données exploitables, c'est les données qui sont issues de la voix du client, ce qui importe à nos clients, ce qui importe à nos managers, à nos actionnaires aussi éventuellement, ce qui importe à nos employés également. Donc, essayer de se focaliser sur des caractéristiques du process qui ont vraiment une importance pour l'une ou l'autre de ces catégories, d'une part, et qui, d'autre part, peut-être aujourd'hui sont mal satisfaites. D'où la démarche des MAIC qui a pour objet de justement partir de la voix du client et ensuite se demander qu'est-ce qui a, à notre avis, un impact sur la voix du client, sur les caractéristiques, en tout cas, qui sont importantes pour le client. Euh, du coup, on fait un petit peu la démarche inverse. Au lieu de se dire, bah, tiens, j'ai toutes ces données-là à disposition facilement, et puis, ma foi, je vais donner tout ça à manger à une espèce de super système qui va analyser tout cela et puis essayer de trouver des corrélations entre tout ça. Eh bien, on fait un petit peu la démarche inverse, à savoir, on se demande d'abord qu'est-ce qui nous importe, qu'est-ce qui importe à nos clients, et ensuite, on se demande quels sont les paramètres qui, de la vie des opérationnels, des gens qui connaissent le process, quels sont les paramètres qui, à notre avis, ont une influence sur ces caractéristiques importantes. Et du coup, une façon de donner du sens à nos données et d'obtenir finalement des données pertinentes parce que juste nécessaires, finalement, c'est certainement de soigner la préparation de la collecte. Combien de fois, je pense que ça a dû arriver à peu près à chacun de nous de récupérer des données à partir d'un fichier ou d'une base de données déjà existante, et puis de s'arracher un peu les cheveux, d'ailleurs ça laisse des traces à la longue, en se disant, ben, bon Dieu, mais c'est pas possible, quoi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Est-ce que ESP, SP et ES et E, est-ce que tout ça, ça veut bien dire Espagne ou pas? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que Durand avec un D et Durand avec un T, c'est bien le même opérateur ou c'est un opérateur différent? Est-ce que ces données-là, en début de matinée, ce ne serait pas par hasard des pièces de réglage ou un démarrage de machine? Voilà, il y a plein de questions qu'on se pose et finalement, lorsqu'on récupère des données déjà existantes, bien souvent, on transpire un peu et on passe du temps finalement à les toiletter, à les nettoyer pour essayer d'avoir quelque chose qui soit exploitable et pertinent. Alors, évidemment, on peut imaginer que la récupération de données existantes puisse être intéressante, rentable et du sens. Ça nous évite évidemment une nouvelle collecte et c'est certainement pas à négliger. Pour autant, on est souvent un petit peu déçu parce que la qualité des données n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, une première chose pour obtenir des données de qualité, c'est de décrire en amont de la collecte de données exactement ce que l'on veut, ce que l'on souhaiterait, hein. D'où l'idée de préparer soigneusement cette collecte de données. Alors on le fait en général au travers de deux documents, hein, la plupart du temps, enfin. Et ces documents vont nous permettre de répondre à certaines questions. Le plan de collecte de données qu'on a sous les yeux, là, va nous permettre de décider d'abord de la typologie de données que l'on va utiliser. Je renvoie à quelques slides en arrière. Sylvie nous a parlé de données continues et discrètes. Et dans les discrètes, on avait des données
attributs ordinal et nominal, eh bien là, lors de cette activité, on va décider de la typologie de données que l'on va donner à chacune de des variables qu'on voudrait collecter. Alors, sachant que le Graal, quelque part, c'est la donnée continue, effectivement, et on va essayer de s'attacher à faire en sorte, si possible, que la donnée qui est importante pour le client, la variable de sortie, celle qu'on appelle souvent le Y, hein, Y c'est la variable de sortie, et les X, ce sont les paramètres qui, à notre avis, ont une influence sur ce Y, eh bien, on va s'attacher à faire en sorte que ce Y, si possible, soit, soit mesuré et non pas qualifié. Par exemple, de dire la livraison, cette livraison était à l'heure ou était en retard, eh bien, il serait sans doute beaucoup plus fin, beaucoup plus intéressant de mesurer de combien la livraison était à l'heure ou de combien elle était en retard. Souvent, l'information existe. On a on connaît la due date, la date à laquelle on s'était engagé, on connaît la date à laquelle la livraison a été effectuée. À partir de là, il est facile de calculer un écart positif ou négatif, finalement, entre le target, hein, finalement, et la réalité. Donc, si possible, on va s'attacher à faire en sorte que nos Y, là, soient exprimés de façon... Alors, je crois que je n'ai pas le curseur de pointer, excusez-moi. Je pense que là, vous le voyez. Nos Y, ici, là, qui apparaissent en jaune sur ce document, soient, si possible, mesurés de façon continue. C'est le cas ici, par exemple, du délai de livraison. On va le mesurer. Tant qu'on y est, on va exprimer l'unité, puisque c'est quelque chose de mesurable. Ici, on a choisi de la mesurer en jours. On s'attend à recueillir des valeurs ici, dans cet exemple, entre 1 et 60 jours. Ça nous permettra un petit peu de nous poser des questions si on a enregistré un délai de 600 jours, par exemple. Ce qui arrive de temps en temps, une erreur de saisie, par exemple, de transcription, et puis on a vite fait de gagner ou de perdre un zéro, et on se retrouve avec des valeurs un petit peu étranges. Donc là, on dit qu'on s'attend à des durées entre 1 et 60 jours. Et puis, on a également fixé un autre paramètre qui est important pour l'analyse, qui est ce qu'on appelle la résolution ou discrimination, c'est-à-dire la finesse avec laquelle on voudrait collecter ces données. Ici, on a décidé qu'on allait enregistrer le délai de livraison à 0,5, arrondi à 0,5 jours près, à la demi-journée près. De même qu'ici, en dessous, le coût de production, ici, va être enregistré au centime d'euro. Okay. Donc, pour chacun des paramètres, que ce soit les Y principalement, ou bien les XI, c'est-à-dire les paramètres que l'on croit être importants, on va définir ces différentes caractéristiques, typologie de données, continue, nominal, ordinal, attribut, valeur mini et maxi attendue, et également résolution. Alors tout ça, ça nous permet déjà un premier cadrage de la collecte de données, que l'on va compléter par quelque chose de plus pratique, je dirais, c'est-à-dire qu'on va décrire, en utilisant tout bêtement une approche QQO QCCP, la façon dont on voudrait que les données soient collectées. C'est-à-dire que pour chacune des variables en question, nos Y et nos XI, donc, on va préciser exactement de quoi il s'agit. Définition précise de la mesure à effectuer, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la collecte pour les personnes qui seront chargées de collecter, les données. Par exemple, si je parle d'un délai, si je vous demande à chacun, si vous vous demandez combien de temps vous mettez pour vous rendre de chez vous à votre lieu de travail le matin, je pense que si on faisait un tour de table, on ne le fera pas peut-être, mais si on faisait un tour de table, on n'a pas tous forcément la même définition de combien de temps il me faut pour aller au boulot. Est-ce que c'est depuis le moment où je ferme la porte chez moi et puis le moment où je prends le café avec mes collègues en arrivant, ou bien le moment où j'allume mon ordinateur, ou bien le moment où je franchis la porte de l'entreprise? Bref, il faut, finalement préciser exactement ce que l'on veut, le quoi. Le qui également, qui c'est qui va mesurer, qui c'est qui va collecter ces données, qui c'est la personne chargée de la collecte. Et finalement,
un conseil qu'on peut retenir, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi peu que possible de personnes chargées de la collecte, tout bêtement. Parce qu'on s'aperçoit que dans certains cas, il y a des écarts d'appréciation parfois ou dans la façon de mesurer, malgré tous les efforts qu'on peut faire, hein, entre une personne et une autre personne. Et donc, parfois, il est possible et pas trop compliqué de s'organiser pour que, au moins à titre temporaire, hein, je ne dis pas que ça doit durer ad viam aeternam, mais au moins à titre temporaire, eh bien, ce soit une personne qui soit chargée d'une collecte de données temporaire, qu'on s'organise pour que ce soit le cas. Où est-ce qu'on doit mesurer? À quel endroit? Okay. Est-ce que c'est à tel endroit dans le processus? Est-ce qu'à tel emplacement ou à telle étape logique dans le système d'information? Voilà. Quand on mesure, hein, à quelle fréquence, à quel moment de la journée, du mois, quelle est la fréquence de collecte, hein, sans oublier que il est peut-être pas, je le disais, j'y reviens, il est sans doute pas utile de tout collecter. Pour autant, il serait assez pertinent de collecter pendant une période très très brève à une fréquence maximale. Mais vraiment, quand je dis très brève, ça peut être quelques dizaines d'éléments consécutifs, hein, de pièces ou de dossiers consécutifs, de sorte à avoir une idée de la variabilité à très très court terme. Et là, parfois, on a des surprises. On voit apparaître à très court terme des choses qui varient de façon tout à fait inattendue, tout simplement parce qu'on ne s'était jamais livré à l'exercice, hein. Oui, Donc, commencer par une il y a- collecte à très haute fréquence, puis agrandir la fenêtre un petit peu sur une journée, une équipe, par exemple, de travail, regarder ce qui se passe, est-ce que c'est toujours stable ou pas, et puis ensuite agrandir Oui, agrandir il y a d'ailleurs, oui. Eric, une question sur comment définir le nombre de données minimum à calculer. C'est l'éternelle question que l'on a à chaque fois qu'on doit faire une collecte de données. Tout dépend de vos processus. C'est sûr qu'un processus de moulage plastique où il y a plusieurs centaines de pièces qui sont produites chaque seconde, bah, au bout d'un après-midi, on aura déjà une bonne vue de ce qui se passe. Alors que si vous regardez, je sais pas, un processus de correction de facture ou de vérification de facture, bah, il va vous falloir un temps beaucoup plus long pour essayer de voir de la variabilité dans vos indicateurs, souvent 15 jours, parfois même un mois dans des processus très longs, hein. Juste, Eric, pour te dire qu'il nous reste 10 minutes de présentation et, donc pour couvrir le reste des diapos. Donc, je te rends la parole. Ok. Alors oui, il existe des formules. Après ça, je vois, j'avais pas l'œil sur la fenêtre de chat, excusez-moi, en présentant, on peut pas tout faire. Mais oui, je vois. Est-ce qu'il existe des formules? Oui, il existe des formules, pas très simples du tout. D'ailleurs, qu'il faut intervenir le F de Fisher ou le Ki2 ou des choses du genre, voilà, ou le T de Student, suivant qu'on veut calculer des intervalles de confiance. Donc, c'est des formules qui sont pas très faciles à utiliser via des logiciels classiques tels que Excel. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être des logiciels statistiques, hein. Par contre, il y a des recommandations. On dit que, par exemple, si on veut comparer deux groupes de données continues. Par exemple, si je voulais comparer le temps de trajet qu'il me faut en vélo ou le temps de trajet qu'il me faut en bus, par exemple, eh bien, la recommandation serait de collecter une vingtaine de données en vélo et une vingtaine de trajets en bus également. Et là, bon, c'est une grosse louche, hein, évidemment, hein, ça veut tout dire et rien dire, mais enfin, ça donne un ordre de grandeur en termes quantitatifs de ce qu'il faudrait collecter si on a choisi de s'exprimer sous forme de données mesurables. Si on est sous forme de données bon, mauvais, alors là, on est sur plusieurs centaines. Comme on disait, on est sur 200 à 300 données en vélo. C'est-à-dire, si je me demande est-ce que je suis plus souvent en retard en vélo quand j'y vais en vélo que quand j'y vais en bus, il va falloir 200 ou 300 observations en vélo et autant en bus. Donc ça, c'est pour le combien. Je vais répondre un petit peu, essayer de répondre au combien. Comment ça se passe? Par quelle méthode de mesure, quel appareil de mesure, etc., hein. Pourquoi mesurer? Parce que on mesure soit la caractéristique importante qu'on veut améliorer pour le client, soit les paramètres qu'on estime impactants sur cette caractéristique. Alors évidemment, si on le pouvait, et parfois on n'a pas le choix, si on a très peu d'éléments à mesurer, on va pas pouvoir faire beaucoup moins que de mesurer chaque élément l'un après l'autre, hein. À partir du moment où on en a beaucoup,
la tentation existe de tout mesurer, toujours, hein. C'est ce qu'on aimerait connaître. Mais la collecte risque d'être trop longue, trop coûteuse. Et donc, on va raisonner par échantillonnage. Par échantillonnage, donc le but étant d'arriver à une taille, quantité de données à collecter qui soit gérable, faisable, mais évidemment, on perd un petit peu en finesse et en précision. Hein. À titre d'exemple, voilà un petit comparatif. Vous voyez ici un exemple qu'on a simulé simplement en se disant que ben voilà, si je prélève, on imagine avoir prélevé, fait 5 mesures, 5 valeurs mesurées sur un processus et avoir obtenu une certaine moyenne ici qui est proche de 10. Si on se contente de réaliser 5 mesures, alors ce qu'on appelle l'intervalle de confiance, c'est-à-dire finalement l'incertitude autour de la moyenne qu'on peut calculer, va être, on va dire, relativement grande. Ici, elle s'étale de un petit peu moins de 9 à un petit peu plus de 11. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente la taille d'échantillons, c'est-à-dire si on passe à des échantillons de 10, de 30, de 100 ou même de 1000 pièces, ben on voit bien que cet intervalle de confiance diminue. Alors, il ne diminue pas de façon proportionnelle du tout, il diminue de façon un petit peu logarithmique. Donc finalement, on se dit que collecter 1000 au lieu de collecter 100, oui, bien sûr, il y a un gain, mais le gain est moindre que le fait de passer de 5 à 10, que de passer de 10 à 30, par exemple. Donc finalement, on voit que assez rapidement, avec même des échantillons de taille relativement modeste, on peut arriver à avoir des intervalles de confiance relativement étroits, c'est-à-dire à se faire une bonne idée finalement de la moyenne d'une population ou de sa médiane, parce que le même raisonnement s'appliquerait pour d'autres paramètres statistiques, médiane ou écart-type, et on n'a pas forcément besoin d'aller vers des quantités de données pléthoriques. Alors, un petit commentaire également sur l'impact du moyenne mesure sur les analyses. Tous ceux qui travaillent dans l'industrie, pratiquement tous, savent on s'astreint à faire vérifier, calibrer, étalonner nos instruments de mesure à fréquence adaptée, nous dit l'ISO 9001. Pour autant, ce qui est fait là, c'est de l'étalonnage, de la calibration dans des conditions idéales. Et c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour prouver que dans des vraies conditions de travail, à savoir dans notre environnement à nous, dans notre atelier qui n'est pas climatisé peut-être, avec nos opérateurs à nous, nos gens à nous, et non pas des techniciens de laboratoire, en mesurant des vraies pièces et non pas des étalons, ben, rien ne dit que le résultat sera suffisamment exploitable. À titre d'illustration, par exemple, vous voyez sur le petit histogramme de gauche, là, on a supposé que l'on a mesuré une centaine de pièces différentes avec une moyenne de mesure, allez, disons une moyenne de mesure réputée parfaite. Imaginons qu'on les ait mesurées dans des conditions parfaites, un laboratoire climatisé, etc. Et vous voyez qu'ici, la dispersion est relativement faible. Et ça, c'est finalement la vraie dispersion de nos pièces, la vraie dispersion de notre procédé. Si on imagine mesurer ces mêmes pièces avec un système beaucoup plus variable, en tout cas, c'est l'histogramme de droite ici, eh bien, on se rend compte que le système de mesure a ajouté sa propre variabilité à la variabilité des pièces. L'échelle est la même là. Et donc, on se retrouve avec un histogramme qui est beaucoup plus étendu. Et ce qu'il y a, c'est que quand on veut consulter un jeu de données sous cette forme-là, l'histogramme qu'on visualise, c'est bien celui de droite et pas celui de gauche. Celui de gauche, on n'y a pas vraiment accès, quoi. On n'y a pas vraiment accès. Donc, autrement dit, dans cet histogramme-là, on ne sait pas quelle part il faut donner à la variabilité du système de mesure, qui est bien réel, et la part qu'il faut attribuer à la variabilité du process. Donc, il faut qu'on ait un système de mesure quelque part qui ne nous ajoute pas trop de bruit, finalement. Et pour ça, donc, il y a des méthodes qui existent.
pour quantifier tout ça. Donc, c'est des études ponctuelles, ça s'appelle des gauge RR, répétabilité, reproductibilité des moyens de mesure, par exemple, qui nous permettent de nous assurer que notre système de mesure est non pas parfait, mais suffisant, en tout cas, suffisant pour ne pas trop, on va dire, polluer, plomber la vraie variabilité du processus. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'astreint à vérifier avant de se lancer dans une campagne de mesure. Derrière ça, on essaie de s'attacher à faire en sorte que de d'abord passer par des choses compréhensibles. Par exemple, si je vous soumets ça, bon, pour ceux qu'on a pu avoir le plaisir de former, vous devriez pouvoir le décoder, mais c'est pas immédiat, hein, ça demande un petit peu d'habitude, et ça nous donne des informations intéressantes, mais qui sont pas forcément faciles à partager avec notre boss, avec le sponsor, avec les membres de l'équipe ou autres. C'est un petit peu aride tout de même, il faut reconnaître. Hein. Donc voilà ce qu'on pourrait imaginer la tête de notre sponsor au vu de tous ces résultats-là. Et en revanche, la première chose qu'on fait, avant de passer à la partie analytique, hein, vraiment statistique, c'est simplement des graphiques. Et les graphiques, moyennant relativement peu de formation, ce sont des choses qu'on peut partager avec qui on voudra. Ici, par exemple, on voit bien que on a je pense que ce sont des moyennes, oui, ça doit être des moyennes, donc on voit bien qu'on a des groupes de données qui ont des moyennes différentes. Ces deux-là sont similaires et ces deux-là sont similaires entre eux, mais il y a une différence assez claire entre les deux parce que les intervalles de confiance sont pratiquement pas chevauchés. Donc on passe d'abord par des graphiques avant de rentrer dans les analyses, à vrai dire, et c'est ça qui nous permet de nous appuyer, servir de point d'appui pour communiquer avec qui de droit. La petite blague du statisticien pour finir. Alors c'est vrai que on peut tenter d'établir des corrélations un petit peu à tout niveau. Hein. Alors il y a des gens qui s'amusent à faire tourner des logiciels pour essayer d'établir des corrélations entre des choses qui a priori n'ont aucun rapport entre elles. Alors il y a un site qui est assez rigolo là-dessus qui s'appelle Spurious Correlations, ici la référence est là. Par exemple, ici on a un exemple qui est une tentative de corrélation entre la consommation de poulet par tête et alors c'est quoi? C'est les importations de pétrole. Alors, il y en a des tas comme ça qui sont plus ou moins loufoques, hein, mais avec des coefficients de corrélation assez impressionnants hein, finalement. Donc numériquement ça peut être corrélé, mais si quelqu'un peut arriver à nous expliquer pourquoi, eh bien il est très fort hein, finalement. Voilà, alors il ne faut pas confondre corrélation et causalité, hein, c'est ce qui est expliqué là en haut à droite un petit peu. Et puis ici à droite, en bas à droite, on pourrait avoir l'impression que si le toit s'est écroulé, c'est la faute du petit chat qui est là, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que vraiment c'est la faute du chat? Ou est-ce que vraiment le camion avance grâce au monsieur en rouge là, ou grâce à ses collègues ici? Donc voilà, donnons du sens à toutes nos données, investissons dans la réflexion, la préparation en amont, soignons la préparation et c'est ce qui fait le succès des projets qu'on a le plaisir d'accompagner. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Est-ce que je crois qu'on a eu l'occasion de répondre à quelques questions, chemin faisant. Écoutez, bah oui, dans le chat, il y a eu une petite remarque, une petite question. Sylvie a pu répondre, donc je pense qu'on est bon. Puis en plus, il est midi, donc le délai est bon. Du coup, juste brièvement, du coup, bah, pour les questions, normalement, il n'y en avait pas d'autres, donc ça, on peut passer. Donc voilà, juste brièvement, je vous présente les prochaines dates de nos webconférences. Donc, vous aurez une webconférence sur pourquoi se faire accompagner dans sa transformation le 18 mars. On aura ensuite une webconférence pour présenter nos formations Lean Supply Chain le 15 avril. Ensuite, une webconférence sur l'analyse des risques et des processus le 20 mai. Et la webconférence, la dernière avant l'été, qui sera sur comment bien vivre les transformations d'un chantier Kaizen le 10 juin.
Voilà. Écoutez, je ne vais pas en dire plus. En tout cas, merci beaucoup Sylvie et Eric pour cette webconférence. Merci à tous pour votre participation et pour votre attention. Et je vous dis à tous, alors pour la petite question que je vois qui arrive, oui, la présentation sera partagée. Vous recevrez bien un mail lundi avec le replay et les slides. Merci à tous, bon appétit et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée, bon week-end. Merci. Bonne fin de semaine.